de mes plus grosses fiertés de carrière, c'est d'avoir gardé les mêmes potes depuis le début et que ça n'ait pas changé. Le step que je vais kiffer, ça va peut-être être de réaliser. Ok, prends le temps, souffle. Il dit, oh, ça va Vic? Oh ouais, ça va mec. C'est Loyal de La Fève. Je trouve ce son incroyable. Alors que quand je vais voir Fast and Furious 8, là je m'envoie. Waouh, c'est un long métrage ou quoi le truc? Frère, 3 minutes, ça va, c'est... Salut Mister V, on a plein de questions à te poser, des questions plus légères et d'autres plus sérieuses. On va parler ciné, musique, internet, etc. etc. Est-ce que t'es prêt? C'est le jeu, merde. Voilà. Et est-ce que je peux faire un disclaimer? Attention, cette vidéo est sponsorisée par mon énorme nez bouché. Je suis malade, donc ça va être 1 heure d'interview pure en son Dolby Atmos de mon nez. Bon, en vrai, on démarre fort. Est-ce que depuis que t'es dans ce bain du ciné, on va dire, avec le... Ouais, je suis dans le ciné, ouais. Pardon, excuse-moi. Le manoir, Oh, non. on va dire. Tu dis à tout le monde que ton taf, c'est acteur. Non, pas encore. Quand on me demande, ça fait partie de tes casquettes, oui, ça y est, je peux l'assumer. Maintenant, je peux pas me mettre à la même table, voilà, que ceux qui font vraiment le cinéma en France, étant donné que, voilà, en plus c'est un film. Alors, évidemment, il n'y a pas de distinction entre de niveau, voilà, mais la plateforme, ça reste un nouveau média aussi. Donc voilà, c'est même pas encore considéré, enfin, c'est pas du cinéma en salle. Donc il y a encore, voilà, peut-être des étapes encore à passer, mais bon, maintenant je peux dire oui, ça fait partie d'une de mes casquettes. Maintenant c'est pas, voilà, j'ai un peu un syndrome de l'imposteur comme je l'avais en musique, tu vois, vu que je fais un peu tout mais pas un seul truc, me donner ce rôle-là, non, je peux pas encore le dire. Quand tu débarques justement sur le tournage de Place Publique, qui est, on va dire, ton premier tournage pro en dehors de ta zone de confort avec tes potes, Ouais, etc., que tu dois donner la réplique à Jean-Pierre Bacry, Ouais. est-ce qu'à un moment tu te demandes un peu ce que tu fous là? Et tu le Bah, disais? Avant même le tournage, c'est le casting. Le casting, je le fais avec Jean-Pierre Bacry. C'est-à-dire que je rencontre Agnès Jaoui, tout ça. Elle me dit, bon, bah, on va commencer la scène. Jean-Pierre, tu peux venir. Il arrive dans la salle, on est dans un beau bloc, pour une salle de casting, tu vas avoir un mur blanc et tout. Et Jean-Pierre Bacry, normalement, tu les passes pas avec les acteurs principaux, les castings. Et là, je me retrouve avec lui direct, de bon matin, comme ça. Et l'expérience est folle parce qu'évidemment, comme je t'ai dit encore, j'ai pas l'audace de me mettre à la table de ces gens-là. Mais pour autant, je me retrouve à jouer avec ce gars-là. Donc quand t'es sur le moment, t'y vas, quoi. C'est un tunnel, tu te dis, vas-y, let's go, faut tout donner. Et ça a porté ses fruits, tu vois. T'as pas le temps de te dire grand-chose. C'est juste après que tu réalises, tu fais, waouh, j'ai bossé avec ce gars-là. Et puis surtout, quel homme, tu vois. Ce que j'ai appris avec lui, c'est une chance énorme d'avoir pu bosser avec. Même toujours confondu, est-ce qu'il y a une personne où tu te dis, là c'est avec elle que j'ai le plus appris professionnellement? Chaque expérience a été différente, tu vois. Je peux pas mettre une personne devant l'autre parce qu'au final, tu vois, j'ai appris dans différents contextes, tu vois. Quand c'était de la musique, bah, j'ai appris au contact soit d'artistes, soit même, je sais n'importe quoi, de techniciens, des ingénieurs du son. Quand c'était sur du cinéma, là, donc pour Banger, j'ai bossé avec Cassel pendant plus d'1 mois. Tu prends évidemment une masterclass sur masterclass chaque jour, mais de te dire qui a été le plus important. Oui. Parce qu'au final, tu vois, je pense que mes amis aussi très proches, il n'y a pas de pédagogie entre nous, hein, mais je pense qu'on apprend finalement par les expériences qu'on vit aussi. Tu vois, le bagel a été une super expérience, par exemple, quand on arrive sur YouTube et qu'on commence à faire des trucs un peu plus léchés en termes de réal. T'es plus avec ta caméra dans ta chambre à faire des trucs un peu potaches avec tes potes. Donc en fait, il y a tellement d'expériences qui sont différentes, mais qui m'apprennent à des moments, aussi à des moments spéciaux aussi. Enfin, c'est difficile de mettre quelqu'un au-dessus de tout. Bien sûr, je comprends. Est-ce que ce syndrome de l'imposteur, il disparaît peu à peu? Par exemple, je prends dans l'exemple de la musique où t'as 2 albums. Est-ce que peu à peu, c'est quelque chose que t'arrives à guérir, on va dire? Il n'y a pas d'antibiotique pour ce syndrome-là, c'est vrai. Mais s'il existait, j'en prendrais tous les matins. C'est pas une mauvaise chose de l'avoir, elle est saine, cette maladie, pas du tout. Mais il y a un côté sain dans le sens où ne pas prendre tout pour acquis, et au contraire avoir, je pense, un peu de distance avec tout ça pour pas tomber de haut et aussi se laisser le doute et la peur qui te permettent aussi de vivre les choses beaucoup plus intensément et de travailler en amont pour réussir ton objectif aussi, tu vois. Ouais. Je pense à la musique, par exemple, arriver avec
le sentiment de c'est bon, j'ai un public, je vais transformer l'essai avec la musique. Tout n'est pas joué, en fait, tout n'est pas gagné dès lors que tu changes de domaine, et surtout en France, et surtout quand tu changes quand t'es dans un univers et que tu vas à l'opposé, tu vois. Quand tu fais un truc très comique et d'un coup ça devient très sérieux, ça reste un gros défi, tu vois. Donc, je l'ai toujours eu, et on pourrait se dire merde, faut que tu l'enlèves au bout d'un moment, mais moi il me dérange pas tant que ça. Vaut mieux le garder. Donc ouais, ce rôle de mec qui a un peu à prouver dans un domaine, c'est quelque chose toi qui te challenge et qui te permet de... Ouais, mais en même temps, si j'y vais, c'est qu'à un moment j'ai envie de le faire, quoi, tu vois. Donc ouais, non, voilà. Ok. Bien cette réponse, non? Et pour revenir un peu au cinéma, t'as refait des sketchs un peu là sur les réseaux, et l'un des derniers s'appelle Discuter avec des cinéphiles. Ah. D'ailleurs, tu dis que tes films préférés c'est Fast and Furious et Caméra Café. Est-ce que Ouais, je les ai pas tous dit, il y en a d'autres, évidemment. La vérité, si je m'en trois. Est-ce que dans ce sketch, il y a un peu un fond de vérité de genre j'en ai marre des Mais complètement. puristes et tout? Mais ce sketch, il vient tout simplement d'un repas avec c'était le chef opérateur et le directeur artistique qui s'occupe de tout le graphisme de Mac Walter, justement. On était en Bulgarie et on faisait un dîner, et ils ont commencé à s'envoyer des rêves de 1920, du premier plan séquence de l'histoire, de films en noir et blanc moldave, en disant mais la base en fait. Et moi j'étais vraiment paumé. Alors, vous avez vu Harry Potter et la coupe de feu ou pas? Et donc, il y avait vraiment un décalage entre nous qui a fait que, ouais, ça m'a inspiré ça. Moi, je préfère 1000 fois le portrait de la jeune fille en feu. C'est Michel Gondry, ça, non? Attends, t'es bourré là ou quoi? Bah non, c'est Céline Sciamma, la base. Et je me suis senti tellement bête que je me suis dit, je suis pas le seul, je dois pas être le seul à connaître ce ressentiment-là. Et au final, tu remarques que, évidemment, tout le monde se reconnaît là-dedans parce que on fait partie des deux camps, en fait. Parce que, voilà, on ne peut pas avoir toutes les refs. Et certains, on sait qu'ils les ont pas, mais pour se donner un genre et pour paraître cultivés, ils vont faire des caisses. Moi, perso, c'est Tous les taxis. Mes films Et préférés. voilà, ça va, et ils sont super. Mais est-ce que toi, par exemple, il y a des films que genre tout le monde adhère, tout le monde adore et adhère, et que toi, tu t'as jamais capté et tu trouves un peu surcoté? Oh là, je vais me faire des ennemis, non, s'il te plaît, là. D'une, je me suis fait chier. Je vais me faire tailler, désolé Chalamet, les il gars. va pas être content. J'ai vraiment peu de doutes sur le fait qu'il va pas regarder cette vidéo, donc ça va. Mais peut-être que je l'ai pas vu dans les bonnes conditions, peut-être que je l'ai vu dans une journée où j'étais pas forcément dans le bon état d'esprit pour le voir. Et Gladiateur aussi. Ma meuf a essayé de me le faire voir parce qu'on voulait voir le 2 ensemble, et j'ai pas réussi à choper le truc. Mais là où d'autres films m'ont complètement plu et ont pas plu à beaucoup de monde, ça je le sais. Mais c'est le jeu, merde. Voilà. Mais peut-être que je vais aimer plus tard. Désolé les gars. Et est-ce que t'es du genre à quitter une salle de cinéma si t'aimes pas un film? Non, parce que je pars du principe que ça reste du taf et que voilà, c'est sûr. il y a du bon dans tout, même dans les trucs nuls, tu vois. Il y a des films qui m'ont pas plu, mais où il y a des séquences, il y a des vannes, il y a des trucs qui m'ont quand même plu, donc ce serait un peu insultant et un peu j'aimerais pas qu'on me le fasse, tu vois. Donc non. Plus positivement, est-ce que t'as des films de chevet que tu gardes en tête depuis tout jeune? Truman Show, c'est j'ai un poster chez moi en plein milieu de mon salon. C'est un film qui m'a vraiment marqué, et bon, tu vois, c'est un peu cliché aussi, c'est un peu donc c'est pour ça que j'essaie d'être technique, parce que évidemment il y a des gros cinéphiles dans les commentaires qui vont dire ah ok, la réponse basique, donc j'essaie d'avoir aussi Arrête-moi si tu peux, chef-d'œuvre, pareil, je suis dans le classique pur. Là, j'ai peur d'en dire un troisième, parce qu'il y a des mecs qui vont dire ok, le bingo, c'est qu'ils disent ce film-là en troisième, et c'est le beauf par excellence, et je sens que je vais taper dedans. On s'en fout en vrai. On pourrait se dire Oui, ça va on s'en avec ton sketch et tout oui, ça. en fait, on s'en fout. Donc le troisième, si tu veux dire. Peut-être. Ouais, mais j'ai quand même peur. Bon, allez, on va aller dans le débile, enfin pas dans le débile, mais dans le moins lourd, mais ce qui a fait ma comédie, je pense, c'est Hot Shot. Hot Shot, en termes de les As, tout ça, ce type-là de comédie-là, fait partie des films qui vraiment m'a construit un peu. The Mask, je suis un ouf. The Mask. Bon, allez, je suis vraiment allé tout droit dans la base, Non, mais The Mask, en fait. Jim Carrey, Ouais. en vrai. Le premier mec qui m'a, je pense, mis dans l'humour, et qui, je pense, m'a inspiré, parce que j'ai quand même un humour assez
porter sur les grimaces et des trucs comme ça. Ah putain, j'ai dit Truman Show, The Mask, ok. Il y a un vrai truc avec Jim Carrey, je pense. Ouais. On reviendra à Mac Walter après, si tu veux bien. Mais tu parlais aussi de tes ambitions cinématographiques en tant qu'acteur. Ouais. Est-ce que tu as des objectifs bien précis? Je sais plus ce que tu me disais au début de l'interview, mais tu m'en parlais déjà un petit peu. Ouais, un Oscar. Allez, pas du tout. Non. Ah oui, c'est précis là. Non, mais pour t'aider, peut-être, par exemple, je sais pas, un biopic, genre jouer une personnalité. Incroyable. Maintenant, j'ai pas envie de faire du cinéma pour faire du cinéma parce que dire, voilà, regardez, j'ai tourné 4 films dans l'année, je suis un acteur, c'est bon, j'ai besoin qu'on me valide en tant qu'acteur, donc je vais faire que tourner. En fait, j'ai aussi appris par le passé par des choix de rôles ou d'accepter des rôles qui étaient pas forcément, qui me mettaient pas forcément en valeur, de pas foncer dans le cinéma parce que c'est le cinéma et que c'est une fin en soi pour plein de gens. Non. Maintenant, j'ai compris que j'ai la possibilité de choisir, que finalement aussi, je me plais dans les autres domaines que je fais, Internet et tout. Donc, c'est cool si je fais du cinéma, de quand même être assez précis dans les rôles que je propose et essayer de faire des trucs qui me ressemblent le plus possible. Le step que je vais kiffer, ça va peut-être être de réaliser. Okay. Jouer, j'adore et tout, mais je sais qu'à un moment donné, réaliser moi-même mon projet, ça sera des objectifs. Mais après, sinon, peut-être qu'un jour, oui, jouer un rôle sérieux, peut-être. Maintenant, j'ai pas envie de faire le truc du Ciao Pantin, ça, de Coluche, qui avait fait un rôle totalement aux antipodes de ce qu'il était, qui a fonctionné. Comment tu t'appelles? Ça fait au moins 3 heures que je te parle. Je sais pas ton nom. Lambert. Lambert comment? Lambert. Lambert. C'est pas pour moi un objectif je dis ça, peut-être dans 5 ans ça aura changé, tu vois, mais j'ai le sentiment que tous les mecs de la comédie, à un moment donné, veulent se retrouver dans du drame et dans des trucs sérieux pour prouver quelque chose, et c'est peut-être pas là où je veux aller tout de suite, en tout cas. Et est-ce que tu as déjà reçu des offres de rôles sérieux? Bien sûr. Ouais. Mais tu les as pas acceptés? Et non, parce que je me suis dit, en fait, ça va faire un peu... Ça va donner ce sentiment-là de... le gars, il veut prouver un truc en... Okay. Alors que, tu vois, dans l'évolution de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, par exemple, quand je fais de la musique et que c'est sérieux, je l'amène quand même avec une chaîne de musique, avec des concepts qui mélangent humour et musique, donc t'as la transition. Je pense que si y a un rôle sérieux, il faut passer déjà par des trucs comiques qui, après, petit à petit, vont passer, mais faire d'un coup, boum, ça vient de nulle part, et le gars, il te sort un rôle méga sérieux sur un mec malade, et tu fais, oh, j'arrive pas du tout à le prendre. Enfin, c'est ça qui est compliqué aussi avec le fait d'avoir basé toute ma carrière en vrai sur l'humour, c'est qu'après, tu peux pas dire aux gens, oh, non, là, vous me prenez au sérieux, là, ok, je suis vraiment premier degré, vous allez... Non, si les gens sont habitués à voir ma gueule en tant que clown, tu vois, il faut aussi emmener les gens là-dedans, donc ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais, tu vois, sur Banger, avec Vincent, on a fait des scènes qui étaient premier degré, où il y avait pas forcément de comédie, et donc... voilà, il faut l'amener petit à petit, je pense. Tu penses à quelle scène où il y a moins de comédie? Moi je pense à une scène avec Vincent dans Banger. Ouais, dans Banger, pardon. Quand on s'embrouille, on vient de se faire torturer, je l'embrouille et je lui fais part de mon ressenti, et de à quel point je suis déçu de lui. Et oui, c'est 100% sérieux quand on le joue. Ça m'avait marqué de se dire, ah ouais, là je fais un truc sérieux avec Vincent Cassel, c'était très stylé. Rose Espino, service de renseignement rattaché au trafic de stupes. Bouge pas. C'est qui pour toi, Vestax? Arrêtez, je vais rougir, j'aime pas qu'on crie mon nom comme ça. Bon, bah, je vais rebondir là-dessus. Tu joues avec Vincent Cassel, qui est dans le film, on va dire, un anciens de l'électro, de la French Touch, et un peu ton concurrent au final. Ça représente quoi de donner justement la réplique à Vincent Cassel quand même? Bah ça a été évidemment la première raison pour laquelle j'ai fait le projet, c'est que Vincent Cassel, légende vivante et surtout, voilà, moi un de mes acteurs français préférés. Donc après évidemment j'ai lu le scénario, ça m'a complètement parlé, donc j'ai foncé dessus. Il y a une force chez lui de préparation, de concentration et il a un bouton on/off, mais ça va direct quoi. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Tu le vois pas se préparer, tu le vois pas répéter dans tous les coins. Non, après c'est son taf depuis maintenant très longtemps, mais il y a une maîtrise qui est assez impressionnante quand évidemment toi t'arrives avec ton bagage plus léger et que tu vois un monstre de la sorte et une méthodologie, un professionnalisme, un rythme. Là j'ai pris
un gros coup, enfin, une masterclass, quoi. Et, premier jour, c'était, je finissais la scène, j'allais dans mon coin, j'étais, ok, Vic, concentre-toi, on va la refaire. Ok, prends le temps, souffle. Il disait, ça va, Vic? Oh, ouais, ça va, mec. Et tout. Enfin, c'était hyper déstabilisant, mais non, c'était dingue, je me rappelle ce premier jour. Et t'as un film préféré de Vincent Cassel? Waouh. Est-ce qu'il y en a un où tu le mets... C'est même dur s'il de y en a pas dire beaucoup, Mérine, tu vois, parce que c'est quand même soit un de ses rôles, de culte. Mais moi, un de mes souvenirs où je m'étais dit, waouh, game changer, c'est quand il était dans Ocean 12, je crois, et qu'il était le méchant. Je m'étais dit, ah ouais, il est loin. Et puis surtout, jouer en anglais et être fort, c'est pas donné à tout le monde, et lui, à l'aise. I thought about that for like 3 weeks in a row, day and night. Donc ouais, mais Mérine, ça reste pour moi là où... Et puis Mike, en plus, maintenant que je le connais, il m'a raconté un peu le background, enfin, toute la prépa, comment il a créé ce rôle. Et non. Et est-ce qu'il a les rêves de Mr. V Il regarde, et puis c'est lui qui a proposé mon nom à Bertrand, Sommi, le réalisateur. C'est lui qui en a parlé, qui a dit, tu penses quoi de Mr. V? On s'était déjà rencontrés il y a très très longtemps, en 2019 à une soirée, et il m'avait déjà dit à l'époque qu'il connaissait un peu ce que je faisais, et je crois que c'est notamment via sa deuxième fille qui regarde beaucoup YouTube. Okay. Donc il avait des rêves, et ça fait toujours plaisir parce que étant extrêmement admiratif de la personne, savoir que ce gars consomme et connaît et trouve ce que je fais bien, c'était assez fou. Et dans Banger, du coup tu joues le rôle d'un DJ star qui s'appelle Vestax. Exact. Je vais pas te demander la définition d'une clique vu que je ne suis pas Mouloud Achour, mais c'est quoi la définition pour toi d'un banger? Bah, elle est plus aujourd'hui, elle est assez claire. Parce qu'avant, ça se limitait à la musique. Hein. C'était évidemment un hit, un son, qu'on a envie de réécouter, un refrain qui tape. Voilà, c'était ça la définition du banger. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. C'est tout ce qui est cette lumière, c'est un banger. Clair, bien, tu vas pas dire tout est un banger dès lors que c'est bien. Donc maintenant, c'est très large. Et ce serait quoi? Toi, ton banger musical, est-ce que tu saurais le définir? Je me suis fait cette réflexion, mais là, dans les dernières années, il y a un son où je me dis, c'est incroyable ce qui me transmet comme émotion. C'est Loyal de La Fève. Je suis tout là-haut, j'ai continué ma lancée, dis-moi qui peut me stop. J'ai beaucoup trop donné, malheur, tu me connais, si t'es mon sang, je te veux au top. Je trouve ce son incroyable. La prod, la top line, le texte, tout... J'arrive pas à je trouve que c'est vraiment la définition du son parfait de ces dernières années. Parce il me procure un truc, ce son, et je pense qu'il y a beaucoup de gars pour qui qui ressentent un peu ça, et j'ai l'impression. Donc je dirais ce son-là. Ouais. Okay. Vrai banger. Et pourtant, quand on pense à banger, on va des fois penser à son de club, son qui fait jumper les foules en concert. Là où il a eu son succès, mais c'est pas son plus gros hit, tu vois. Mais pour moi, banger, parce que la première écoute, je l'ai écouté, mais 45 fois de suite après, tu vois. Est-ce que tu aurais kiffé, toi, avoir une petite carrière de DJ? Alors, carrière de DJ, je sais pas. Par contre, j'aimerais savoir mixer. Parce que je trouve que c'est trop stylé, en fait. C'est d'une part trop stylé, et puis surtout, je suis entouré de pas mal de potes à moi qui sont DJ. Il y a un truc quand même tu contrôles un peu l'ambiance d'une soirée, tu fais danser les gens. Il y a un truc quand même, une responsabilité, tu vois. J'aime bien ce truc-là votre mood et votre humeur en général va dépendre de ce que je vais vous proposer. Les transitions, du temps que je vais mettre le son. Des fois, tu vas faire des remixes, il y a une responsabilité que je trouve stylée. Maintenant, je peux pas tout faire. Mais un jour, je vais apprendre. Ok, c'est un petit... Alors, j'ai déjà eu une petite formation pour le film, avec Pedro Winter, qui, c'est pas le pire, qui en fait m'a un peu appris, mais surtout pour la gestuelle. Parce qu'il y a un peu des craries, petit move à faire pour donner un peu plus le sentiment de maîtriser la platine. Mais après, par contre, je fais absolument aucune transition, il n'y a rien de stylé quand tu m'entends mixer. Mais j'ai des gestes. J'avais une question, quand tu lances un projet, à quel moment le côté business, entre guillemets, va remplacer ou arriver par rapport au côté créatif? Est-ce que chez toi c'est conscientisé? Comment tu vois la chose? Tout ce que j'ai fait qui a fonctionné en tout cas en business, c'était pas du business. Enfin, si, mais c'est amené d'une manière hyper créative. Moi, ce qui me faisait le plus kiffer dans le projet des pizzas de la Mama, c'était
évidemment, de lancer une pizza, c'est trop drôle, mais je pourrais vraiment faire ça sur 2 mois. Je pense que ça allait vraiment pas durer longtemps. Ouais. Mais moi, ce qui me faisait kiffer, c'est de pouvoir créer tout un storytelling autour de cette marque. Et le fait qu'après ça fonctionne, bah, il y a peut-être un lien de cause à effet aussi. C'est que les gens ressentent aussi la sincérité. C'est un kiff complet. Moi, j'aime bien aussi ces trucs-là d'audace où tu t'arrives avec comme les Jones, tu vois, il y avait ce truc ils sont vraiment allés au bout de la blague d'aller à Nashville faire un vieux concert tout pété dans un vieux bar de Fonce-D. Fried chicken, not a live chicken, I prefer fried chicken. Fried chicken inside my burger. C'est ce truc-là, je kiffe. Ok. Du coup, ouais, t'as tous les projets là que tu lances assez naturellement. Est-ce que tu arrives à te rendre compte de ça et à t'en satisfaire? Bien sûr, et des fois, moi, je parle à des Amine, à des Squeezie qui, eux, enchaînent comme des fous, font des events un jour, ils remplissent un stade, puis là, et je suis là en mode, les gars, c'est un truc de fou ce qu'on fait là, on joue devant des gens, je suis même pas footballeur, il y a Piqué qui vient de me faire la passe, enfin, c'est dingue. Et je suis en mode, ouais, cool, on se retrouve demain pour un live, et je suis en mode, les gars, est-ce que vous arrivez quand même à rentrer chez vous et prendre le temps? Et j'ai l'impression que, voilà, il y a un tel rush sur lui dans le game, notamment de YouTube, bon, avec les MrBeast, les machins, on veut toujours faire plus gros, que moi, j'ai un peu ce kiff d'avoir ce rythme-là que je me suis laissé avoir, tu vois, de pas poster tout le temps, de vraiment sortir un truc quand il me plaît. Et ça, c'est un vrai kiff. Et le prolongement de ça, de faire des blagues toute sa vie, ça pourrait être aussi le spectacle, le One Man Show, être seul en scène. Ouais, bah, seul en scène, pardon. Bon, on l'a fait un peu avec le groupe à l'époque, tu vois. Mais seul. C'est pas forcément un domaine qui me parle. Je l'ai testé, j'ai kiffé, tu vois, l'expérience stand-up qu'on avait pendant 2-3 ans avec le groupe. Oui, ça a l'air de maintenant, j'ai un rapport à la caméra, à l'audiovisuel qui est assez fort. Là où la scène, c'est un autre art mais qui me passionne. Enfin, où j'aurais pas, sur la durée, je pense pas autant kiffer que sur un film où, voilà, je me suis fait aussi avec ça, tu vois. C'est les vidéos, moi, qui m'ont construit aussi. Donc, il y a un rapport aussi direct avec l'image que j'ai avant le stand-up et tout, même si j'adore Starla, mais tellement de gens le font très bien que j'ai l'impression que ce serait peut-être la casquette de trop, j'ai envie de dire, que tenter ça. En fait, surtout, c'est que vu qu'il y a une notoriété qui est un peu acquise via YouTube et via les vidéos, arriver sur scène et pas conclure le truc, ça peut être déceptif, en mode, ah ouais, donc c'est lui qui est sur cette gaulerie sur Internet, tu le vois en vrai, c'est beat sur beat, enfin, tu vois, là, c'est par là. Il y a plein de domaines où, vas-y, je vais tenter, je vais apprendre et je kiffe, mais le stand-up, il y a tellement de gars qui le font bien, j'ai d'autres domaines où je me sens plus à l'aise, tu vois. Ok. Tu es aussi beaucoup sur les plateformes de streaming, donc Netflix, etc., etc. Est-ce que ça t'arrive de regarder des films en x2? Non, alors ça, je comprends. Avec, évidemment, tous les réseaux et le flux qu'on nous envoie dans la tronche, bah, j'ai capté que le niveau d'attention des gens était un peu réduit, parce que, par exemple, là, j'avais sorti mon sketch sur les cinéphiles qui durait environ 3 minutes, et des gens dans les commentaires qui disaient « Waouh, c'est un long métrage ou quoi, le truc ?» Frère, 3 minutes, ça prend pas toute ta journée non plus. Donc, je capte que, voilà, des gens maintenant consomment comme ça, mais moi, non. Il y a des vidéos que je consomme en x2 pour des tutos et trucs comme ça, quand les gars, ils racontent sa life, tu vas aller, montre-moi la manip pour faire ce truc dans Adobe Premiere. Mais, sinon, non, parce que maintenant, et surtout maintenant avec le film, je capte qu'il y a tellement même dans les silences, même dans les temps, il y a des trucs qui se racontent aussi. Et tu le vois en faisant notamment un film où quand tu montes, bah, si tu accélères trop, la blague qui arrive après, ou alors ce que tu veux raconter, ça va être un peu dilué. Enfin, tout est question de rythme, mais il y a une musique à respecter quand tu racontes quelque chose qui fait que, bah, c'est important de pas le perdre en mettant en x2 et en gardant juste les informations que tu veux prendre du film. Et ça dénature un peu le projet. Les gens l'ont pas tourné en x2. Ils l'ont tourné en x1 pour être regardé en x1. Donc tu perds un truc quand même. Ouais. On a parlé de Netflix, tout ça. On peut parler aussi du cinéma. Est-ce que tu as un rituel quand tu vas au cinéma? Est-ce que tu manges quelque chose? T'arrives à l'avance ou t'arrives tout le temps à la bourre? Alors, j'arrive souvent à la bourre. J'ai souvent le petit coup de chance j'arrive vraiment au début quand il y a le logo de la production. Donc ça, c'est assez... c'est un de mes talents. Je suis assez fier. Mais non, sinon, oui, j'ai toujours le popcorn mélange sucré-salé qui me regarde comme ça, là, du coin de l'œil, et que j'ai du mal à ne pas craquer. Surtout que
je vais pour la plupart du temps au cinéma avec ma compagne et que elle a aussi ce plaisir à manger. Donc on n'est pas les derniers au stand de bouffe, mais je peux m'en passer. Et puis ça dépend aussi de ce que je vais voir. C'est bizarre, hein. Quand je me dis que c'est un film, allez, un peu profond, un peu machin, si j'arrive avec mon popcorn et tout, je dis je vais être dissipé. Alors que quand je vais voir Fast and Furious 8, là je m'envoie. Mais voilà, il y a pas de règles. Ah oui, par exemple, je m'assois jamais. Oui, c'était plutôt quelle place, ouais. Ouais. J'ai pas de souci à m'asseoir max du côté. Ça va, ça j'ai pas trop de soucis là. Okay. Par contre, la personne avec qui je partage ma vie déteste ça. Donc c'est une guerre. Et moi, en plus. Vous êtes pas ensemble au final. Non, mais j'aime me faire discret aussi dans les salles de cinéma. Donc, il y a une place là, on se met là. Très bien. Non, voilà, on dérange des gens et tout. Pardon, excusez-moi, désolé, oui. Ah, merde, oui, ça va. Et donc, t'es là, tu déranges tout le monde, tu t'assois comme ça. T'es un peu au milieu, t'es tout serré. Non. Moi, je suis pas à l'aise avec ça, mais bon, elle préfère ça. Ok. Est-ce que ça te traverse, toi, un jour l'esprit d'être moins pertinent ou de te sentir un petit peu dépassé sur Internet? Bien sûr, mais surtout que ça va vite maintenant. Ouais. Et des trends, elles durent 4 heures, frère. Donc, t'arrives, tu découvres à peine un truc, tu penses que t'es dans le coup et très vite. Et moi, j'avais cette peur-là, évidemment, en étant jeune, en me disant, waouh, putain, un jour je vais être ce gars-là qui dit, les jeunes, on comprend pas ce qu'ils disent. J'en suis pas là, mais ça va un peu plus vite que avant. Aussi. Enfin, en fait, il y a 2 trucs. C'est que je pense que je suis moins forcément touché et moins à l'affût de tout ce qui se passe, évidemment, parce que il y a d'autres. Enfin, je vais m'intéresser à d'autres choses, et puis voilà, tu grandis, t'es plus forcément à l'affût de tout. Et puis en même temps, il y a ce truc de TikTok, des réseaux, qui fait que tout va vite, et tu rates 3 jours, potentiellement, il y a des références que tu n'auras pas, et trucs. Et donc, il y a évidemment, il y a un tout, quoi, qui fait que, mais j'ai l'impression d'être encore dedans, tu vois, je stream, je fais des lives, je regarde beaucoup, je consomme beaucoup, tout ce qui se passe un peu partout, donc, évidemment que t'as cette peur-là. Maintenant, il faut l'accepter aussi parce que c'est un cycle. Il y a des moments où t'es... Après, non, faut pas l'accepter parce que je vais toujours faire en sorte d'être un minimum pertinent pour les gens. Mais je vais pas mal vivre le truc de plus être au courant de tout ce que les jeunes sont... Enfin, tu vois, la hype. Est-ce que toi, il y a un sketch ou une vanne qu'on te répète tout le temps de moi de toi, quand on te voit, quand on te croise, etc. et que t'en as un petit peu marre? Marre, non. Jamais. Non, c'est trop bien. Même des trucs anciens, tu sais. Non, c'est plus quand il y avait mon mème dans Touquet, où des fois il y avait des gens qui venaient à des événements et qui faisaient des affiches avec moi comme ça. Et je me disais, il y a quand même 2 photos de moi sur Google Images. Mais si c'est que ça, c'est quand même très cool. Donc non. Sortez-moi des blagues d'il y a 50 ans, et pas de problème. Joris le con, Rémi Susceptible, Guillaume le Thug, c'est pas grave, ça m'a permis d'être là aujourd'hui. Donc au contraire, ça fait même plaisir de se dire que j'ai marqué les gens et que ils aient eu entre eux des blagues, des running gags qui ont fait leur soirée, tu vois. Donc non, ça me touche. Okay. Ça me touche. On parlait à un moment de tes potos qui sont de Carmen, tout ça, etc. On entend aussi beaucoup qu'il faut aider ses potes. Ouais. Qui se lancent dans des projets, sinon personne ne le fera jamais à notre place, tu vois. Toi, tu l'as toujours fait, Carmen, Théo Juice, Samy Sizi, ils sont toujours là, ils ont toujours été là depuis le début. Je les paye. Non, c'est pas vrai. Est-ce que tu te sens redevable? Est-ce qu'il y a une responsabilité de... comment tu vois ça? Il n'y a pas de responsabilité, je le conscientise pas, c'est tellement naturel, on se connaît depuis qu'on est petit. Ouais. Donc en vrai, il y a un truc qui s'est fait naturellement, dans le sens où quand je faisais mes premières vidéos, je demandais à Samy de me filmer, je demandais à Tos de me donner les répliques. Voilà, en fait, on a toujours évolué comme ça, et chacun dans son domaine. Quand Théo, il se lance dans le son, c'est moi qui enregistre son projet à la maison, chez moi. Tortoise, Carmen maintenant, pareil, on commence à faire du son ensemble, il vient m'aider à bosser sur mon projet. Pour la promo, je lui donne des idées. Enfin, il y a un truc qui est naturel de collaboration qu'on n'a jamais mis sur papier. Bon, alors notre rapport, on doit s'aider pour ce projet-là. C'est vraiment naturel et c'est aussi ça qui est une de mes plus grosses richesses et de mes plus grosses fiertés de carrière, c'est d'avoir gardé les mêmes potes depuis le début et que ça n'ait pas changé, parce que c'est pas évident de garder des relations saines pendant autant d'années, et surtout avec tout ce qui peut t'arriver. Donc hyper
reconnaissant. Et est-ce qu'il y a un truc dont tu es grave fier et dont on ne parle pas assez, selon toi? Ah, bah, c'est plus des sons d'albums. L'exemple du son, moi, c'est un truc où j'ai eu des frustrations sur des sons d'albums où je m'étais dit je kiffe ce son, il va grave trouver son public, et le public n'a pas été au rendez-vous. Des vannes de sketch où tu te dis c'est pas celle-là la meilleure, c'est la meilleure blague, c'est celle-là, en fait non, c'est celle qui était juste avant. Mais de là d'avoir des regrets, de la frustration ou des trucs de faites chier à pas aimer ça, non. C'est qu'à un moment donné, voilà, ça fait aussi partie du kiff de l'artistique, c'est d'être surpris. Tu disais à un moment aussi peut-être que la musique c'est pas terminé, mais Non. ça fait un moment depuis Bootleg, si je Exactement, me depuis trompe pas. Bootleg. Quand tu fais de la musique, j'ai l'impression que c'est pas un truc que tu peux faire en bonus, tu vois. Quand j'ai fait mes albums, à chaque fois, je me consacrais 6 mois à même 10 mois sur le second album, j'ai mis 2 ans, mais les séquences de taf, elles a duré 1 an intense. J'étais concentré que sur ça. Et surtout le 3e album, ça veut dire que voilà, il y a quelque chose, il y a un step à atteindre, tu vois. Donc je peux pas le faire ça à la va-vite, envie de faire en plus de ce que je fais. Je trouve qu'il faut bien le faire pour concrétiser quelque chose. Et surtout, c'est que voilà, moi je devais faire une tournée après le second album qui a malheureusement pas pu se faire à cause du Covid. Ouais. Là, si je repars sur un projet, évidemment, je vais embrayer sur une tournée de concert. Donc, il y a envie de bien faire les choses aussi, tu vois, de ce point de vue-là. Mais oui, et puis surtout, c'est que la musique a évolué énormément en 5 ans, en vrai. Il y a énormément de style et tout. Et quand tu perds un peu le fil, que tu as fait ton projet en 2020 et que, entre-temps, il s'est passé plein de choses et que toi, tu as été concentré sur d'autres trucs et que tu te relances, que tu veux garder quand même un pied dans la musique, faut réussir à rester quand même à jour et tout ça. Et ce truc-là, quand t'es pas focus sur la musique, c'est dur de rester, tu vois, de s'entraîner, d'être toujours... ça reste un taf à part entière, tu vois. T'as quand même des noms, des découvertes musicales récentes Bien sûr. La Fève, le mec, quel artiste. Des nouveaux, oui. D'un nouveau... moi j'aime bien toute la génération de Kikade, tu vois, les Gapman, Lucci, tous ces petits gars qui arrivent et qui ont une énergie folle et qui sont méga carry, inspirés de la trappe des grandes années de Migos, tout ça. Moi, ça me parle à fond, The Quin. Et encore après, là, c'est pas des tout petits, là, c'est des gars qui commencent à avoir une certaine renommée. Mais j'ai kiffé le dernier album de J9. Jamais mon spray chez les deux, les fumigés dans les narines. Carmen aussi, qui arrive avec son projet qui est super, qui est incroyable. Si j'avais la niaque, les grands me disaient que ça se voyait dans mes yeux. Chambre d'hôpital, j'y pensais quand j'étais seul. Mais bon, c'est pas non plus un rookie, mais c'est eux que j'écoute. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que j'ai pas envie de... Si j'ai des pépites, mon gars KLS, évidemment, que j'adore, humainement et artistiquement parlant, qui d'ailleurs m'a fait écouter des exclus, ça va être très 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 fort. Excuse-moi, je vais tricher. Vas-y. Ah, et puis il y a le bon NDO Runway aussi. Je suis en feu, c'est normal, je flambe. Rien à foutre de ton avis, je fais ce que bon me semble. Et Fasco Flex aussi, un gars que j'ai découvert via Zola, que j'aime bien aussi. Ok. Et dernière question rituelle qui a jamais été autant à propos qu'avec toi. C'est quoi ta pizza? La pizza qui te représente. C'est quoi ta pizza? Non, c'est ça. C'est quoi ta pizza? Celle qui te définit. Abonnez-vous. Quoi? C'est la pizza qui te définit, c'est depuis Omar Sy, depuis que Omar Sy a fait le all-in. On pose cette question à tous les invités. Et en vrai, pour le coup, on a Mister V, donc. Quelle pizza me définit? Ouais. J'ai la pizza cannibale. Voilà, c'est la valeur sûre. Elle est à la fois sucrée, à la fois salée. Finalement, est-ce que c'est pas ce qui me définit? Sucré-salé. Sucré-salé, métisse, cacao. Non, pas du tout. L'enfer. Mais voilà, on va dire que c'est un peu celle-là qui avec laquelle je match le plus. Cannibale, ok. Voilà. Et puis parce que voilà, j'ai tendance cannibale aussi. On va finir là-dessus. Merci beaucoup, Mister V.